défendre. Comment cela s'est-il terminé? Que cherche-t-il à dire, Karl? Je commence avec toi. Que cherche-t-il à dire? Il y a quelque chose de dangereux dans la façon dont il présente cette situation. Je ne crois pas que Donald Trump fasse cela lui-même. Je pense qu'il a un groupe, peut-être une douzaine, peut-être une demi-douzaine, peut-être seulement une ou deux personnes en coulisses, qui s'en chargent pour lui. Je ne sais même pas s'ils lui soumettent pour approbation, ou s'il le montre au chef de cabinet ou à quelqu'un d'autre qui aurait l'autorité d'approuver ou de désapprouver. Mais je ne pense pas qu'il publie ces choses lui-même. S'il le fait, il ne fait qu'amplifier le fait qu'il ne sait pas de quoi il parle. Je veux dire, relisez-le. C'est totalement confus. Ça passe d'une chose à l'autre, puis revient en arrière, puis va à l'opposé. C'est insensé. Cela montre simplement que l'esprit qui a assemblé cela, aussi délibéré que ce soit, ne fonctionne pas selon une logique que vous et moi reconnaîtrions. Oui, je veux dire, écoutez, ils défendent un récit qui est complètement déconnecté des faits. En 2023, les États-Unis, notre armée, a joué un rôle direct et actif dans la planification de la contre-offensive de l'Ukraine. Maintenant, les généraux, je crois que Cavoli était impliqué là-dedans. Je ne sais pas si Donahue l'était ou non. Breedlove l'était, c'est certain. Phil Breedlove, oui. Donc, ces types sont incompétents, grossièrement incompétents. Ils devraient passer en cour martiale parce qu'ils ont lancé cette contre-offensive contre des positions russes retranchées, 3 lignes fortifiées, sans utiliser aucune forme de puissance aérienne. Comment, bon sang, des troupes au sol sont-elles censées percer des lignes renforcées et fortifiées sans aucun soutien aérien? Et oh, quelle surprise, les forces ukrainiennes ont été décimées. Eh bien, ce n'était pas dans une posture défensive, c'était une posture offensive. Donc rien que ce point-là montre que celui qui a écrit ça, que ce soit Trump ou un de ses sbires, ne sait absolument pas de quoi il parle. Et c'est tout simplement de l'ignorance pure et simple. Nima, ils n'ont même pas lu leur Clausewitz de base. Je veux dire, écoute les mots utilisés ici. Comme Larry vient de le dire, et comme Clausewitz le précise très clairement, la forme la plus forte de la guerre est la défense. Pas l'attaque, la défense. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, il y a un rapport de 3, certains disent, moi je dis 4, contre 1 en termes de population, et donc du nombre de soldats mobilisables. Il y a aussi une énorme différence dans la capacité industrielle, si elle est alertée, consciente et fonctionne sans accroc, ce qui est le cas de la Russie aujourd'hui. Celle de l'Ukraine est dégradée au maximum possible, à part une dégradation totale. Il y a tellement d'autres facteurs en jeu ici. Et voir quelqu'un pontifier ainsi, depuis ce nouveau média, peu importe sur quoi il publie, Twitter ou autre, c'est absurde. Surtout venant d'un dirigeant censé être le chef du monde libre. C'est grotesque. Je veux dire, les anciens présidents de cette République, même les moins brillants, certainement ceux comme Eisenhower et Kennedy, et je dirais H.W. Bush, Abraham Lincoln par exemple, FDR par exemple, doivent se retourner dans leur tombe en voyant ce qu'est devenu la Maison-Blanche en termes de leadership. Je n'utiliserai même pas ce terme. Larry, quand il parle d'attaquer le pays des envahisseurs, je ne peux pas imaginer que les Ukrainiens soient capables de le faire sans la participation totale de l'OTAN et des forces aériennes de l'OTAN. Ils disposent de missiles longue portée, de chasseurs, de tout ce renseignement provenant des États-Unis et des Européens. Comment pourraient-ils faire cela sans que l'OTAN soit totalement impliquée? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de l'OTAN. C'est les États-Unis.
Les États-Unis sont l'acteur clé dans cette affaire. Les Britanniques, par exemple, disposent du missile Storm Shadow. Cependant, ils ont besoin des données de ciblage issues du renseignement que seuls les États-Unis peuvent fournir, car la Grande-Bretagne ne dispose pas de la flotte de satellites que nous avons. Donc toute attaque menée à l'intérieur de la Russie se fait, par définition, avec la connaissance et la participation complète des États-Unis. Trump joue donc un jeu dangereux à cet égard. Il n'écoute pas ce que disent les Russes. Je veux dire, même si les Russes sont contents d'avoir enfin quelqu'un à qui parler, parce que vous savez, je crois que je vous ai dit que lorsque j'étais à Moscou en 2023, il y avait Pepe Escobar, moi et Sergei Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, en train de discuter. Et Ryabkov a déclaré à l'époque, « Hey, nous n'avons personne à qui parler. Il n'y a aucune ligne de communication entre Moscou et Washington. Maintenant, il y en a. » Les Russes reconnaissent donc au moins cela. Cependant, ils ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils entendent lors de ces échanges, ni de l'incapacité de Trump à comprendre la position russe. Voilà pour l'aspect positif. Mais Trump continue réellement de permettre à l'OTAN de s'opposer à la Russie. Et cela ne dissuadera pas Moscou de poursuivre ses opérations offensives jusqu'à franchement vaincre les forces ukrainiennes. Et fondamentalement, Nima, il y a eu une grossière méprise concernant les munitions et leur impact. C'est en partie à cause de nos médias stupides et lobotomisés, et en partie parce que les gens ne savent pas. J'oserais même dire que certains des dirigeants ici, je ne suis même pas sûr de ne pas inclure Poutine là-dedans, à moins qu'il n'ait 2 ou 3 de ses conseillers juste à côté de lui pour le corriger et lui dire « D'accord, tu fais une erreur, mais tu l'as fait pour des raisons politiques. Je comprends. » Ces missiles n'ont aucun sens. Les bombes n'ont aucun sens. Vous pouvez bombarder quelqu'un aussi longtemps que vous le souhaitez. Et essayez de bombarder un pays qui s'étend sur 10 fuseaux horaires. Essayez de bombarder un pays avec la profondeur stratégique de Moscou. Vous pourriez prendre toute la panoplie de missiles que l'OTAN, y compris les États-Unis, produirait l'année prochaine et les envoyer en Russie. Vous ne convainquiez la Russie de rien. Je parle même de ces nouveaux missiles hyper véloces. Ils représentent une nouvelle dimension, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la véritable nouveauté qu'ils apportent, c'est lorsqu'ils sont équipés d'ogives nucléaires. C'est la seule façon dont la puissance aérienne coercitive, pourra jamais vaincre qui que ce soit avec une arme nucléaire. Donc tout ce tapage autour des Storm Shadow et des attaques MS, ce n'est que de la politique de pacotille. Cela donne l'occasion aux gens de Moscou, Washington et Bruxelles de pérorer. Oh, ils leur ont donné ceci, ils leur ont donné cela, ça tirera ici, ça tirera là. Oh, c'est tellement précis. Ils peuvent aller toujours plus loin. Vous ne changerez pas l'issue d'une guerre avec ça. La seule façon de changer l'issue d'une guerre, c'est d'attraper ce salaud par les parties basses, de les lui arracher et de le mettre en terre. C'est la seule façon de faire. Tout cela n'est qu'une tempête dans un verre d'eau, sauf si vous passez au nucléaire. Et là, la puissance aérienne a effectivement un avantage écrasant. Nous avons longtemps prêché, et les Russes ont adhéré à cette idée en 2013 et 2014, nous en avons vu la preuve, qu'une énorme combinaison de ces munitions de précision, tout ce que vous pouvez rassembler, pourrait avoir l'impact d'une arme nucléaire tactique. Je vous l'accorde, mais je vais vous dire ceci tout de suite, même si je déteste le dire. Une arme nucléaire tactique ne va pas non plus changer la dimension de la guerre. Cela va juste mettre beaucoup de gens en colère et entraîner une escalade vers l'utilisation d'armes nucléaires de plus en plus puissantes. C'est ça, le danger. La puissance aérienne est survendue, complètement survendue. Je pense, Larry,
que c'est pour cela que l'armée russe, jusqu'à présent, n'est pas allée aussi loin en bombardant Kiev ou la partie occidentale de l'Ukraine. C'était la stratégie. Ils voulaient conserver le terrain dans l'est de l'Ukraine et simplement écraser l'armée ukrainienne dans cette région. Eh bien, pour répondre au point du colonel Wilkerson, cela n'a jamais fait partie de la doctrine soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le seul camp qui bombardait les centres civils, enfin, il y en avait deux. Les Allemands le faisaient à Londres et dans certains autres pays européens, mais ceux qui l'ont fait le plus étaient les États-Unis et la Grande-Bretagne. Je veux dire, nous avons bombardé Berlin, Hambourg, Dresde, Francfort, Cologne. Ils ont souffert, ils ont été dévastés. Et nous tuions des civils. Nous l'avons fait aussi au Japon. Donc vous savez, et même aujourd'hui, j'ai eu une conversation hier avec des amis, tous deux militaires à la retraite. Mais vous savez, tout ce sujet de la Seconde Guerre mondiale est revenu sur le tapis. Et en fait, ils n'avaient pas de problème avec ça. Et je le leur faisais remarquer. J'ai dit, les gars, vous savez, les Soviétiques n'ont jamais fait ça. Ils sont restés au sol. Et les Russes perpétuent cela, parce qu'en réalité, les Russes ont toujours été très très prudents pour ne pas tuer de civils. Alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne, comme les Israéliens, n'hésitent pas à tuer des civils. Nous considérons cela comme une sorte de moyen d'arriver à la victoire. Et c'est carrément maléfique. Mais vous savez, tant que nous n'admettrons pas que cela fait partie de notre tradition militaire en Occident, que nous sommes complètement négligents lorsqu'il s'agit de menacer la vie des civils. Donc, ce que vous voyez avec les opérations terrestres en ce moment, là où se trouvent les Russes, vous savez, on prévient les gens, sortez vite de la ville, on arrive. Et j'entends encore cette critique de la part de gens comme Jack Keane, Breedlove et d'autres, Hodges, qui disent « Oh, regardez comme les Russes sont terribles. Ils n'ont avancé que d'une courte distance en 3 ans et demi. » Je regarde toujours autour de moi et je dis « Tant que vous n'aurez pas compris pourquoi vous vous êtes fait botter le derrière en Afghanistan, vous feriez mieux de vous taire. Vous n'avez aucune leçon à donner. » Absolument. Et pour compléter un peu, nous parlons d'une situation où, après Nuremberg, et surtout après certains volets des conventions de Genève, Dresde était un crime de guerre, Cologne était un crime de guerre, Londres était un crime de guerre. Et beaucoup soutiendraient qu'Hitler n'avait pas l'intention de faire ce genre de choses avant que les Britanniques, avec l'approbation totale de Churchill, ne commencent à bombarder les villes la nuit, pratiquant véritablement la terreur, ce qui serait aujourd'hui considéré comme des crimes de guerre. Et Hitler a répondu en bombardant Londres, ce que Churchill voulait, afin d'entraîner l'Amérique dans la guerre. Ainsi, Edward R. Murrow montait sur ce bâtiment et disait « Je suis ici ce soir à Londres, et vous pouvez voir les bombes tomber tout autour de Londres. » Et tout à coup, les États-Unis étaient en guerre. Oui, excellente propagande. Eh bien, vous savez, cela montre comment les accidents, quelque chose qui n'est pas prévu, peuvent devenir incontrôlables. Le premier bombardement de Londres par les Allemands était un accident. Ce n'était pas leur cible initiale. Ils se sont perdus et ont largué les bombes. Mais ensuite, en réponse à cela, Churchill a ordonné une frappe sur Berlin. Et une fois que Berlin a été touché, les Allemands ont réagi. C'est donc un cas classique où quelque chose de totalement involontaire, complètement accidentel, déclenche un événement qui devient une grande conflagration. Et c'est l'un des dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, avec ce qui se passe concernant l'implication de l'OTAN en mer Noire, dans les pays baltes et en Ukraine même. Que quelqu'un fasse quelque chose de stupide et d'accidentel. Ce qui entraînera une réponse des Russes qui pourrait alors devenir incontrôlable. Comme une opération de parachutage sur Kaliningrad. Oui, oui.
Colonel, Trump croit-il vraiment que s'ils vont combattre les Russes, ils peuvent les vaincre? Parce qu'à la façon dont il se vante, il faut avoir quelque chose de concret pour appuyer ses propos. Ce n'est pas seulement une question de fanfaronnade. Il faut comprendre la situation en Ukraine, puis décider de ce dont on va parler. Mais il ne semble pas connaître les capacités de l'armée. Il ne sait pas ce qui se passe en Ukraine, et la combinaison des deux est désastreuse. L'issue, telle qu'il l'envisage, est catastrophique. Eh bien, revenons un peu en arrière et disons que s'il envoie ses marines au Venezuela, je vais vous faire une prédiction tout de suite et lui donner 75% de chances de se réaliser. Les marines seront vaincus. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je dis cela, et j'ai beaucoup de respect pour les marines. J'ai passé une grande partie de mon temps militaire avec eux. J'ai été directeur de leur école de guerre. Ils n'ont pas la capacité de soutien. Ils n'ont pas la mobilité. Ils n'ont pas la logistique de secours. Si les Vénézuéliens se réfugiaient dans les montagnes et les défiaient de venir les chercher, ce serait un nouvel Afghanistan. Donc Trump ne comprend pas que nous sommes brisés et que notre armée l'est aussi, gravement. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage. C'était, comment s'appelle-t-il? Glenn, aide-moi. Le journaliste un peu récalcitrant, marginal, mais il interviewait Glenn Greenwald. Glenn Greenwald? Oui, Greenwald. Il interviewait le type qui a été libéré par Hegseth du Pentagone. J'ai oublié son nom maintenant, mais il était en quelque sorte chef de cabinet adjoint ou quelque chose comme ça. Et il a simplement exposé où nous en sommes actuellement en termes de logistique et de munitions. Nous les avons réduites au strict minimum. Je n'envisagerais en aucun cas, si j'étais le président des chefs d'état-major interarmés ou le commandant du commandement unifié pour le commandement sud, d'envoyer des marines dans les montagnes du Venezuela. Je n'y penserais même pas une minute, car on se retrouverait avec un autre Afghanistan. Oui, je veux dire simplement, vous savez, le défi tactique que représente le Venezuela. Donc vous savez, depuis la côte pour arriver à Caracas, comme depuis l'aéroport international qui se trouve près de la côte, il faut environ 1 heure de route en montant à travers les montagnes. Donc on grimpe, puis on arrive à Caracas, qui est en quelque sorte situé dans une cuvette entourée de montagnes. Je veux dire, ce n'est pas... Vous savez, cette route unique est un terrain d'embuscade tout du long, d'accord? Je veux dire, c'est... Vous savez, on finirait par tuer des civils. Je veux dire, c'est... Au début, je pensais que c'était une blague. Et puis, vous savez, j'avais raté le rapport selon lequel, en mai, ils avaient démis le chef du Conseil national du renseignement parce qu'ils avaient produit une évaluation qui disait en gros que même s'il pouvait y avoir des contacts ou des relations entre le Tren de Agua et le gouvernement Maduro ne dirigeait pas le Tren de Agua. Maduro government was not directing the Tren de Agua. And so Ils ont donc évincé le chef du Conseil national du renseignement parce qu'il ne voulait pas dire ce que l'administration Trump voulait entendre. Eh bien, c'est une ingérence flagrante dans le processus du renseignement. Maintenant, il est vrai que la communauté du renseignement s'est complètement exposée à cela par son comportement politique contre Donald Trump, en manipulant les renseignements et en faisant d'autres choses. Mais vous savez, notre système est actuellement brisé. Il n'y a plus de foi ni de confiance en lui. Et si Trump est assez stupide pour essayer de lancer une opération militaire contre le Venezuela, vous savez, ce sera la fin de sa présidence, parce que c'est un piège dont il ne pourra pas se défaire. Et même l'époque de Smedley Butler débarquant, et pour le capitalisme, comme il l'a dit plus tard, emmenant un bataillon de marines pour ensuite intimider la capitale et ses dirigeants jusqu'à leur soumission, est révolue. Oui, oui. Et le Venezuela ressent d'une certaine manière la pression. Il se prépare à toute forme d'attaque.
et il parle de la milice nationale bolivarienne. Il les prépare à toute attaque éventuelle de la part des États-Unis. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, mais ce serait incroyable. Si ce sont les marines américains, ce sera différent de la baie des Cochons, mais le résultat ne sera pas très différent. C'est du sérieux là-bas, la Colombie et le Venezuela. C'est vraiment dur, comme vous le savez probablement. Cela créerait une sorte de chaos, Larry d'ailleurs, en Amérique du Sud. Je ne sais pas comment les gens ici au Brésil ressentent ce qui se passe là-bas. Et tu sais, il ne s'agit pas seulement du Venezuela. Toute la situation en Amérique du Sud, je pense, changerait si quelque chose arrivait. Cela raviverait un niveau d'anti-américanisme que nous n'avons pas vu depuis les années 60. Et dans les années 60, c'était assez répandu à cause de l'ingérence des États-Unis. Je veux dire, quand on regarde en arrière, le fait d'avoir aidé à faciliter et à maintenir Somoza au pouvoir au Nicaragua, la CIA était étroitement liée à Manuel Noriega après que nous ayons écarté Torrijos. Torrijos a été écarté. Je sais de sources sûres que l'ancien président, quand ce type était président par intérim, il était un agent de la CIA. Donc la CIA a contrôlé le Venezuela pendant un certain temps. Le rôle de la CIA au Brésil lors des coups d'État militaires, le rôle de la CIA en Argentine lors des coups d'État militaires. Donc, vous savez, les États-Unis n'ont pas vraiment bâti un héritage qui donne envie aux gens de dire « Oh, ces Américains sont formidables, invitons-les ici ». C'est même tout le contraire. Et n'oubliez pas Allende et Kissinger au Chili. Oui, Milton Friedman qui descend là-bas et dit « Je peux traiter avec ce général, c'est un bon gars ». Oui, vous savez, c'est presque tous. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un seul pays en Amérique du Sud ou en Amérique centrale qui n'ait pas eu à faire face à l'ingérence des États-Unis. Mais bon, on en a déjà parlé. Mais le fait que Trump veuille utiliser la force militaire pour s'attaquer au problème de la drogue est tout simplement contre-productif, parce qu'on peut le faire chez nous. C'est très simple. Il suffit de s'attaquer à l'argent. S'attaquer aux entreprises américaines qui facilitent cette activité. Et personne ne courage. Oui, mais en fait, ce n'est pas seulement une question de courage. C'est aussi parce qu'ils sont des donateurs politiques, aussi bien pour les républicains que pour les démocrates. Donc vous savez, on ne veut pas nuire à sa base de donateurs. Alors on va faire ce théâtre qui, au final, ne résoudra absolument pas le problème. Vous savez, nous avons fait, quand je dis nous, je parle de mon associé et moi, nous avons été sollicités pour une affaire au Mexique il y a environ 8 ans. Et cela concernait de l'aluminium qui était expédié vers les États-Unis. Ce qui s'était passé, c'est que les États-Unis avaient sanctionné un producteur chinois d'aluminium. Ce producteur s'est alors tourné vers le Mexique et a signé un accord avec les Chevaliers du Temple, l'une des organisations de narcotrafiquants. Ils ont installé cette cour où tous les lingots arrivant de Chine étaient ensuite retamponnés comme fabriqués au Mexique, puis expédiés vers les fabricants américains. Et la seule raison pour laquelle nous avons découvert cela, c'est qu'un des concurrents aux États-Unis disait « Eh, vous savez, on se fait concurrencer de façon déloyale. » Le plus drôle, c'est que cette usine au Mexique a commencé à chercher quelqu'un pour imprimer des étiquettes pour eux. Alors nous avons répondu à l'appel d'offres et nous l'avons remporté. Nous étions donc à l'intérieur de cette opération. Mais c'est juste pour illustrer, vous savez, ce lien entre le monde de la drogue et le monde commercial. C'est vraiment très proche. Et la seule façon de démanteler cela, c'est de s'attaquer à l'argent. Il faut s'en prendre aux entreprises, que ce soit John Deere, Nike, Coca-Cola ou Philip Morris. Toutes, absolument toutes, prennent de l'argent de la drogue. All of them are taking drug money. Colonel, since you love
Colonel, puisque vous aimez les tweets de Donald Trump, voici ce qu'il a tweeté se représentant lui-même et se comparant à Nixon. Vous voyez Donald Trump et Poutine, Nixon et Khrouchtchev. Que cherche-t-il à représenter? Que veut-il dire selon vous? Eh bien, c'est une supériorité présidentielle ou un caractère présidentiel, appelez ça comme vous voulez, par association. Lui-même ne l'a pas, alors il essaye de le créer par association. Il y a beaucoup d'autres photos de ce genre qui circulent en ce moment. J'en ai vu une hier, je crois, avec Eisenhower. Il essaye de s'associer à eux. J'attends celle avec Lincoln ou George Washington. Il essaye de s'associer à une véritable prestance présidentielle, au courage, à la capacité abstrace, et ainsi de suite. Bien sûr, ito sa tawaz binit photo. Hello and here's your purse to mall. Larry, tu sais peut-être, mais j'ai entendu les deux versions à ce sujet. Certains disent que J.D. Vance sera le futur négociateur avec la Russie. Et puis le lendemain, j'ai entendu dire que ce serait Rubio, ce qui a beaucoup plus de sens pour un poste au cabinet. Mais sait-on qui ce sera? Apparemment, ce ne sera pas Witkoff. Je n'en ai aucune idée. Ce que je ne cesse de répéter, c'est que Trump ne comprend pas la position russe. Il commence peut-être à s'en approcher, mais encore une fois, il continue de présenter cela comme un conflit entre Vladimir Poutine et Zelensky. Ce n'est pas la cause du problème. Ou bien il affirme qu'il s'agit simplement d'une conquête territoriale de la part de la Russie. Non, ce n'est pas ça non plus. Trump ne semble pas se rendre compte que, pendant son premier mandat, l'OTAN a mené plus d'exercices militaires en Ukraine que sous n'importe quelle administration précédente. En fait, Trump faisait partie du problème et il ne s'en rend même pas compte. Oui, c'est comme Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Il-sung. Kim Jong-un ne cesse de nous dire, à chaque fois que vous faites des exercices là-bas au sud, que vous amenez des B-2 à Guam et que vous déployez des groupes aéronavals de chaque côté de la péninsule, vous me menacez, d'accord? Oui. Et nous continuons simplement à le faire. Je nous accorde ceci. Nous avons un peu ralenti. Mais pourquoi n'avons-nous pas vraiment arrêté? Nous n'avons pas la puissance militaire pour le faire. Oui, Penny Stratting dit. Oui. Oui, je serais curieux de savoir. Je ne sais pas si tu as vu l'interview de Larry avec J.D. Vance. Il a dit qu'à 1h du matin, heure de Moscou, Donald Trump avait décidé de parler avec Poutine. Il l'a appelé à 1h du matin. De quoi s'agissait-il? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Quelle était l'importance de cet appel? Eh bien, je pense que premièrement, c'était Trump qui voulait impressionner les Européens, vous voyez, avant tout. Peut faire venir Poutine. Oui, Poutine prend mon appel téléphonique. Tu sais, ces clones, ils appellent même pas. Mais l'autre point, c'était de s'assurer que Poutine comprenait ce qui avait été convenu entre, eh bien, je les appelle les proxénètes européens. Ce sont les proxénètes de Zelensky. Tu sais, Zelensky, c'est comme la seule prostituée que cette bande de proxénètes met sur le trottoir pour leur rapporter de l'argent. Mais, tu sais, je pense qu'il avait promis à Poutine de le tenir informé, donc il faisait ça. Mais tu sais, en fait, tu montes juste. Poutine est le président le plus travailleur du monde, je pense. Il se lève à 1h, et puis tu sais, il est encore debout la nuit, puis il se lève tôt, et il enchaîne réunion sur réunion sur réunion. Voilà. C'est une métaphore magnifique, Larry. Une métaphore magnifique. Le proxénétisme. Je peux voir Poutine comme le seul représentant d'Interpol présent. Tous les autres sont des proxénètes. Oui. Colonel, voici ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN à l'issue de ces réunions et la manière dont il estime que l'OTAN peut soutenir l'Ukraine.
Il est difficile de dire exactement quel sera le résultat, mais il est clair que les États-Unis seront impliqués. De toute évidence, nous ne voulons pas revivre le mémorandum de Budapest ou l'accord de Minsk. Ces garanties de sécurité doivent être respectées. Et comme je l'ai dit, en tant que deuxième niveau, en plus de la reconstruction des forces armées ukrainiennes après la guerre, l'OTAN jouera un rôle majeur à l'avenir. Nous sommes déjà, bien sûr, fortement impliqués grâce à notre commandement à Wiesbaden, qui aide l'Ukraine à poursuivre le combat aujourd'hui, mais aussi à développer ses forces armées en tant que nation souveraine et fière après un accord de paix. L'OTAN est donc fière de participer à tout cela. Oui, le volume était très bas. Mais de quoi il parlait? Colonel, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il disait. Oui, j'ai entendu. Votre avis? Il parlait de la façon dont l'OTAN peut en faire plus. Allez-y. Eh bien, il s'exprime en totale opposition à ce que Poutine et Lavrov ont clairement dit qu'ils n'accepteraient pas. Et comme Jens Stoltenberg avant lui, il est acheté et payé par l'Empire, et il se trouve simplement qu'il vient des Pays-Bas, je crois, au lieu de l'un des pays scandinaves. Et il n'était pas là, du moins je ne me souviens pas de lui, pour nous soutenir aussi vigoureusement lors de la Seconde Guerre d'Irak, ce qui a valu à Jens d'entrer dans notre giron. Oh, voilà un politicien qui nous soutient vraiment. Récompensons-le. Et ensuite, il devient secrétaire général de l'OTAN. Ils sont tous faits du même moule. Ils n'écoutent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils se contentent de prononcer des discours. Et ils pensent que les États-Unis, c'est ça la clé. Ils pensent que les États-Unis seront derrière eux. Parce que s'ils ne le pensaient pas, ils seraient en train de grelotter dans le noir. Eh bien, vous savez, il semble clairement que personne dans l'équipe de Trump n'a même pris la peine de revenir sur les propositions concernant les garanties de sécurité qui faisaient partie du communiqué d'Istanbul de mars 2022. Rappelez-vous, c'était à ce moment-là que l'Ukraine et la Russie étaient parvenus à un accord provisoire qui a ensuite été annulé et détruit par les États-Unis. Boris Johnson jouant le rôle principal en se rendant sur place pour le faire échouer. À l'époque, cet accord stipulait, premièrement, que la première partie de la garantie de sécurité était la neutralité permanente de l'Ukraine et son exclusion de l'OTAN. La seconde portait sur des garanties de sécurité avec droit de veto. Cela signifiait donc que toute décision devait être prise à l'unanimité par les garants de la sécurité, ce qui aurait inclus la Russie. En réalité, cela incluait les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, vous savez, cela aurait donc exigé que toute action militaire en soutien à l'Ukraine reçoive essentiellement l'aval complet du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, cela imposait des limites à l'armée ukrainienne et exigeait des concessions territoriales et juridiques. Or, ce n'est pas du tout ce dont l'OTAN parle. L'OTAN parle d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Et la Russie a été claire, si vous les envoyez ici, nous les tuerons. C'est très simple. Voici, colonel, ce qu'a déclaré Lavrov sur NBC. Ainsi, aucune réunion n'est prévue. Le président Poutine a clairement déclaré qu'il est prêt à se rencontrer, à condition que cette rencontre ait réellement un ordre du jour présidentiel. Donc c'est un grand si. Il n'y a pas de réunion prévue, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. C'est un grand si. Vous dites qu'aucune réunion n'est prévue pour le moment. Kristen, je suis vraiment désolé que tu n'écoutes pas. Il n'y a aucune réunion prévue, et je ne conteste pas cela. Mais tu ne peux pas, je pense, comprendre ce que je dis. Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour sera prêt pour un sommet. Et cet ordre du jour n'est pas du tout prêt. Le président Trump a suggéré, après Anchorage, plusieurs points que nous partageons.
Et sur certains d'entre eux, nous avons accepté de faire preuve d'une certaine flexibilité. Lorsque le président Trump a abordé ces questions lors de la réunion à Washington, en présence de Zelensky et de ses parrains européens, il a clairement indiqué, c'était très clair pour tout le monde, qu'il y a plusieurs principes que Washington estime devoir être acceptés, notamment l'absence d'adhésion à l'OTAN ainsi que la discussion des questions territoriales. Et Zelensky a tout refusé. Il a même dit non, comme je l'ai dit, à l'annulation de la législation interdisant la langue russe. Comment pouvons-nous rencontrer une personne qui fait semblant? Il semble qu'aucune réunion ne soit prévue. Regarde le contraste ici, Nima. Voici une représentante des médias qui n'a même pas le temps de finir une phrase et de mettre un point. Et voici un diplomate raffiné, peut-être l'un des plus raffinés au monde, qui essaye, et le fait avec courtoisie, de lui faire écouter ce qu'il dit. C'est en partie le problème que nous avons. Les gens n'écoutent pas. Ils n'écoutent surtout pas un homme qui leur expose la logique de la position de Poutine. Ils n'écoutent tout simplement pas. Il a effectivement le sens de l'humour. Lorsque je lui ai parlé en mars, je lui ai dit, vous savez, j'ai dit, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il se trompe. Vous n'êtes pas le Metternich du XXIe siècle. Metternich était le Lavrov du XIXe siècle. Et il a ri. C'est comme l'histoire que je crois t'avoir racontée. Tenet arrive. George Tenet, qui était DCE, il était à la CIA à ce moment-là. Il vient voir Powell, il lui montre cette transcription, et il lui dit « Tu parles sur un téléphone portable sans cryptage ». Et Powell demande « Où as-tu eu ça ?» Il répond de la NSA, bien sûr. Eh bien, c'est avec qui cette conversation? Eh bien, c'est avec Sergei Lavrov. Tu parles sans cryptage sur ton portable. Et Powell le regarde et dit « Tu n'as absolument aucun droit d'écouter mes appels, de les enregistrer et de les mettre dans des transcriptions. Je suis un membre du cabinet du gouvernement des États-Unis. Tu n'as pas à faire ça, mais tu le fais. Je comprends. Et je vais continuer à le faire, George. » Je pense, Larry, que ce que Lavrov a dit concernant les conditions, les préconditions, avant d'aller à la rencontre avec Zelensky, c'est tellement évident. Tout le monde le sait. Elles n'ont pas changé. Je veux dire, ils l'ont clairement exposé en 2022. Poutine l'a réitéré dans un discours au ministère des Affaires étrangères le 14 juin 2024. Donc je veux dire, vous savez, les Russes sont cohérents. Ils ne cessent de le répéter encore et encore. Et vous savez, l'une des principales revendications est au moins de permettre que le russe soit parlé et utilisé comme langue, au moins dans l'est de l'Ukraine, car c'est la langue principale, ce n'est pas l'ukrainien. Et même Zelensky lui-même a grandi en parlant russe. J'ai décrit sa capacité à parler ukrainien. C'est un peu comme le comédien Bill Dana. C'était avant votre époque, Nima. Mais Larry Wilkerson sait de quoi je parle. Bill Dana jouait ce personnage, José Jiménez, et il disait « My name, José Jiménez ». C'est comme ça que Zelensky parle ukrainien, d'accord? On ne pourrait pas inventer ça. Vraiment, on ne pourrait pas. Vous savez, même John le Carré n'aurait pas inventé une histoire pareille. Oui, colonel, il semble que Donald Trump, s'il veut vraiment faire quelque chose concernant la situation en Ukraine, doit faire comprendre à Zelensky la position des Russes, qui est tellement évidente, comme Larry l'a souligné. Pensez-vous que Donald Trump ait l'endurance, ou je dirais la volonté, d'aller dans cette direction? Je ne le pense pas, car je crois qu'il y a une part de son caractère qui aspire vraiment à être acceptée, surtout par la personne avec qui il parle à ce moment-là, sauf si c'est juste une toute petite fourmi, vous voyez. Mais si c'est quelqu'un d'une certaine stature, ou même quelqu'un de très important,
et qu'il lui parle, il veut être apprécié. Et donc il trouve des moyens d'y parvenir, ou d'essayer d'y parvenir. Et cela n'a rien à voir avec une bonne diplomatie. Larry, est-ce qu'il peut tenir tête à Zelensky? Il l'a fait. À un moment donné, nous l'avons vu, et je n'ai aucune idée de la façon dont cela s'est poursuivi ou s'est déroulé en privé. Mais il lui a tenu tête et lui a essentiellement dit ses 4 vérités. Donc nous savons qu'il peut le faire s'il est poussé à le faire. Nous ne savons tout simplement pas comment le pousser à le faire. Oui. Larry, qui dirige la situation à Washington, est-ce les néoconservateurs avec les alliés européens ou bien Donald Trump essaie-t-il de bouleverser les choses à Washington? Je ne sais pas qui prend les décisions. Je sais que ce n'est pas Trump. Et le dernier exemple en date, c'est la rencontre et l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'où ça sort, ça? Oui, Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était une question politique intérieure urgente, avec la communauté arménienne disant « Eh, vous savez, il faut qu'on fasse ça ». Cela n'est même jamais apparu dans la campagne présidentielle. Trump ne l'a jamais présenté comme une priorité. Mais Trump arrive et tout à coup, il se voit offrir cette opportunité. Et vous savez, c'était une opération de la CIA, parce que ce que fait la CIA, c'est qu'elle a ce plan d'utiliser le Caucase comme un levier pour essayer de déstabiliser la Russie. Donc ils vont voir Trump et lui vendre l'idée en disant « Hey, tu vas être le faiseur de paix, tu vas réunir ces 2 parties, ils vont signer ça ». Pendant ce temps, Aliyev a été impliqué dans le soutien à l'attaque israélienne contre l'Iran. Aliyev a aussi participé au soutien de l'attaque contre la Russie sur les bases aériennes stratégiques. Et puis, Aliyev en a payé le prix lundi lorsque la Russie a frappé l'installation pétrolière de Sokhar, ce terminal pétrolier à Odessa, qui apparemment produit 15% du PIB annuel de l'Azerbaïdjan. D'accord? Jusqu'à ce moment-là, la Russie avait laissé faire parce que, vous savez, ils sont voisins, ils font partie de l'OTSC, cette alliance défensive, et maintenant la Russie a envoyé un message « Non, vous n'êtes plus sur la liste des invités » et ils l'ont détruit. Donc, encore une fois, quand on voit ce genre de manœuvre, ce n'est pas Donald Trump qui prend la décision. Vous savez, Trump a décidé « D'accord, je vais le faire ». Mais ce n'est pas lui qui a rédigé les documents, qui a fait la planification ou qui a participé aux activités. Cela relève de cette bureaucratie de l'État profond. Et vous savez, ils ont un agenda complètement différent de celui de Trump. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je pense qu'il existe en ce moment une alliance contre nature entre le Mossad, le MI6 et la CIA. Et je crois qu'ils sont à l'origine de beaucoup de ces actions, parfois sans même que leurs dirigeants respectifs sachent qu'ils les mènent. À part peut-être lors d'une réunion où quelqu'un aurait dit « Je veux pouvoir nier toute implication, alors allez-y et faites-le ». Mais c'est vraiment inquiétant, car il ne semble pas y avoir de véritable objectif stratégique derrière tout cela, si ce n'est l'objectif tactique immédiat que ce triumvirat poursuit. Le faire simplement parce qu'ils en ont la capacité. Un autre développement très préoccupant que j'observe depuis un certain temps maintenant, c'est que la CIA en particulier, et je soupçonne que cela s'applique aussi aux 2 autres agences, a trouvé le moyen de contourner le processus de supervision des commissions spéciales du Sénat et de la Chambre sur le renseignement. Ils y parviennent essentiellement en planifiant tout, puis en confiant l'exécution au département de la Défense. En général, l'exécution est assurée par les SEAL, les Rangers, Delta ou une autre force d'opération très clandestine. Et ils n'ont pas à rendre de compte aux commissions des services armés du Sénat ou de la Chambre, car ces commissions ne veulent tout simplement pas savoir ce qu'ils font. Je pense que nous affrontons certains de ces barons de la drogue dont nous parlons
que nous affrontons, vous savez, en surface si l'on veut, maintenant avec l'armée. Nous les affrontons déjà. Nous les affrontons avec nos éléments de ce type, qui sont planifiés avec l'aide de la CIA, puis ils exécutent. Ce sont des opérations paramilitaires clandestines, c'est ce que c'est. Cela dure depuis un certain temps. Et je sais, pour avoir parlé avec certains collaborateurs, qu'ils savent que ça se passe du côté du département de la Défense. Je ne pense pas que les commissions du renseignement sachent que ça se passe. Je ne sais pas s'il y aurait un Pike ou un Church pour les freiner s'ils le savaient. J'en doute avec ce Congrès, mais c'est pas sain. Eh bien, en fait, pour aller dans ce sens, il y a un livre qui vient de sortir, je crois, qui s'appelle « Le cartel de Fort Bragg », et il raconte qu'il y a eu une série de meurtres impliquant certains membres de la Delta Force à Fort Bragg, avec des indices laissant penser qu'ils étaient liés au trafic de drogue. Ainsi, l'un des aspects les plus sombres de l'implication des États-Unis dans des endroits comme l'Afghanistan, où se trouvent tous les champs de pavot à opium, ou en Colombie, c'est qu'il y a eu des cas où certains membres de l'armée se sont retrouvés mêlés, pris dans des activités liées à la drogue. Il y a tout simplement trop d'argent pour résister. Et vous savez, franchement, il y a... Comment s'appelle ce type déjà? Sean Ryan, il a un grand podcast. C'est un ancien Navy SEAL. Il raconte comment y aller en Colombie, mec, il consommait de la drogue à tout va, de la cocaïne et tout ça. Je veux dire, tu vois, il s'est complètement plongé dans ce mode de vie et il avait affaire à des trafiquants de drogue. Donc c'est pas comme si tout ça était inventé. Maintenant, je ne connais pas l'ampleur exacte. Il y a eu quelques questions sur la fiabilité de ce livre. Il se pourrait qu'il ait avancé des affirmations non étayées, mais cela ramène au point plus large. Essayer d'impliquer l'armée américaine, utiliser des tactiques militaires contre ces cartels de la drogue, c'est, tu sais, au-delà du dangereux. Oui, ça va simplement nous entraîner sur une voie que nous ne sommes pas prêts à suivre. Oui, il y avait aussi un précurseur à ce livre, intitulé Inside Delta, écrit par un sergent-major qui a réellement fait partie de Delta pendant un certain temps. Et l'un des aspects les plus troublants concerne le Honduras et le Nicaragua, où il pense que la CIA a en fait tué 2 des membres militaires qui opéraient avec eux, parce qu'ils s'apprêtaient à dénoncer ce que faisait la CIA. Colonel, here is, we know that the Chinese foreign Nous savons que le ministre chinois des Affaires étrangères s'est rendu en Inde et qu'ils ont eu une bonne réunion avec Modi, car il a tweeté par la suite que c'était constructif et que cela avait amélioré la relation entre l'Inde et la Chine. Le ministre indien des Affaires étrangères est en Russie pour discuter avec Poutine. Et le conseiller commercial de Trump, Navarro, voici ce qu'il suggère. C'est absurde de dire que l'Inde a besoin d'acheter du pétrole russe. Le pétrole russe représentait 1% avant le début de la guerre, comme l'a souligné Scott Besson, et aujourd'hui, il représente plus de 41% du pétrole en Inde. Navarro, le conseiller commercial de Trump, affirme que la voie vers la paix en Ukraine passe par New Delhi, et ils vont imposer de nouveaux droits de douane à l'Inde le 27 août. Dans 5 jours, ils vont leur imposer des droits de douane. Il semble que d'une certaine manière, Donald Trump suive la voie que nous attendions avant la discussion, avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vont-ils faire pression sur l'Inde, alors que Donald Trump lui-même a reconnu que cela ne fonctionnerait pas? C'est un point sur lequel Donald Trump a raison, je pense. En fait, je pourrais presque dire que je sais que Donald Trump a raison. 1 personne sur 5 sur Terre est chinoise. 1 sur 5 est indienne. Je regarde mes statistiques. Nous sommes en train d'être isolés. Nous ne sommes pas seulement isolés par le déplacement du pouvoir vers l'Est, nous sommes aussi isolés par ce que nous avons évoqué plus tôt,
de façon périphérique. À savoir que les gens de notre propre hémisphère ne nous aiment plus, en particulier en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et nous avons entendu certaines des critiques venant du nouveau dirigeant du Canada. Il y a des gens qui vont maintenant nous tenir tête, et c'est ce que fait Modi. Alors, agit-il ainsi uniquement par tactique? C'est-à-dire, lorsque Trump fait marche arrière sur certains sujets, comme les tarifs douaniers et autres, reviendra-t-il dans le giron, si l'on peut dire? Peut-être, peut-être pas. Mais si nous continuons à le traiter comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous ne faisons que forcer cette alliance. Nous forçons non seulement Poutine et la Chine à s'unir, mais désormais nous poussons aussi le prochain pays le plus. Eh bien, certains diraient qu'en ce moment, l'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Nous forçons deux des pays les plus peuplés du monde, et de loin, à s'opposer à nous, et à le faire de manière de plus en plus viscérale et fondamentale. Ce n'est pas une bonne politique de sécurité, encore moins une bonne politique étrangère. Larry, tu prends en compte ce que le colonel a dit et ce que la Russie ferait si elle allait dans cette direction. On dirait que la Russie fait tout. Avant la réunion, il parlait avec les Indiens, et après la réunion, il parlait encore. Il les a appelés. Et en ce moment, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, ils sont en discussion. Je pense qu'ils coordonnent tout pour savoir comment répondre aux États-Unis. Eh bien, vous savez, mon point de vue cynique est que c'était une manœuvre habile de Donald Trump pour remporter le prix Nobel de la paix en attaquant l'Inde et en forçant l'Inde et la Chine à se réconcilier. Parce qu'il pourrait alors s'asseoir et dire « c'est moi qui ai fait ça ». Vous voyez? Et en fait, c'est l'une des rares choses dont il pourrait réellement se vanter, je pense. Parce qu'il a, je crois que l'expression diplomatique technique est il a mis en colère l'ensemble du peuple indien. Il a ouvert la voie où en fait l'autre jour, c'était l'ambassadeur de Chine en Inde, juste hier, qui prononçait un discours en disant « Il n'est pas question que les États-Unis puissent intimider l'Inde pour l'empêcher d'acheter du pétrole russe. » Donc lorsque vous voyez l'ambassadeur chinois en Inde défendre l'Inde pour l'achat de pétrole à la Russie, vous comprenez que le monde a changé. Et je ne saurais trop insister sur l'avancée significative que nous avons constatée dans le statut des BRICS et dans leur puissance. Rien que cette année, cela a été rendu possible en grande partie grâce aux actions de Donald Trump. Avant l'imposition des sanctions ou des tarifs sur le Brésil, puis sur l'Inde, ni le Brésil ni l'Inde n'étaient vraiment pleinement motivés à dire « oui, lançons vraiment cette initiative BRICS ». Mais après que Trump ait frappé Lula avec cela, Lula s'est soudainement retrouvé en tête du mouvement en disant « oui, allons-y les gars ». Allons-y, monsieur enthousiasme. Et maintenant, la même chose avec l'Inde. Donc les BRICS, c'est une réalité. Je pense que Poutine a été assez clair. Il ne cherche pas à détruire le dollar américain, mais cela a pour effet pratique que lorsque vous avez des économies de la taille de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Brésil qui commercent dans leur propre monnaie, elles n'ont plus besoin d'aller sur le marché international pour acheter des dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la demande de dollars diminue. Que se passe-t-il lorsque la demande de dollars baisse et que l'offre reste importante? Le prix baisse. Le dollar s'affaiblit. Maintenant, la faiblesse du dollar est une excellente nouvelle pour un producteur américain qui vend par exemple des vins californiens. Eh bien, désormais, les Français, les Allemands et les Brésiliens peuvent acheter tout ce vin californien à moindre coût. Ils ne paieront pas autant. Cependant, cela pose un vrai problème sur le plan international pour le service de la dette, ce qui est précisément la situation des États-Unis avec 125%.
Le pays doit plus de dettes qu'il ne génère de revenus, 125% contre 100%. Pour le dire en termes personnels, en ce qui concerne vos dépenses mensuelles, si vous dépensez 125 $ chaque mois et que vous n'en gagnez que 100, devinez quoi? Vous allez vous retrouver dans le rouge. Vous imprimez simplement le reste. Oui, imprimez simplement le reste. Donc cette relation, ce que nous voyons entre l'Inde et la Chine, est d'une importance énorme parce que par le passé, l'Occident, et je dirais qu'une grande partie des tensions créées entre la Chine et l'Inde, étaient le résultat d'opérations de la CIA destinées à attiser ces tensions.